Alors Kerensky l'a accablé de tout son mépris. Je ne sais plus en quel terme exactement, mais l'autre en est tombé comme mort. Juillet 1917, une tension extrême et Petrograd toujours dans la rue. Le gouvernement veut envoyer au front les régiments stationnés dans la ville, comme par hasard ceux qui sont les plus proches des bolcheviks. Colère des soldats et des ouvriers, bientôt rejoints par les marins de Kronstadt. Plus impatients que leur leader, plus impatients que Lénine, pour une fois indécis, ils veulent tout de suite les pouvoirs aux soviets. Le gouvernement fait tirer sur la foule. Scène reconstituée par Eisenstein d'après des photographies d'époque. Puis l'état de siège est décrété, Lénine doit fuir en Finlande, des centaines de militants bolcheviks sont arrêtés, dont Trotsky. L'homme fort de la répression derrière Kerensky s'appelle Boris Savinkov, aussi implacable dans sa haine des bolcheviks qu'il l'était contre les tsaristes, en chef terroriste des années 1900. En juillet, c'est pas le parti bolchevique qui a voulu prendre le pouvoir. Il y a eu un mouvement de masse et sincère à la suite de l'offensive, de l'échec de l'offensive. Mais alors, Savinkov a attribué aux bolcheviks la démoralisation de l'armée qui explique le désastre. Bon, car effectivement, la propagande bolchevique était très active depuis le retour de Lénine en Russie en 1917. Et alors, Savinkov aurait voulu une répression très très forte contre, mais Kerensky avait ce côté, les bolcheviks quand même, bon, c'est des camarades qui luttaient avec nous contre le tsar. Quand on regarde attentivement les rapports entre Lénine, je dirais, qui à partir du moment où il est rentré à Saint-Pétersbourg, occupe de plus en plus de place dans le paysage politique, et Kerensky, on s'aperçoit que Kerensky était fasciné par les bolcheviks, un peu comme on est fasciné par un serpent, et convaincu, au fond, qu'il ne pouvait rien. Et c'est ce qui explique la décomposition de son pouvoir, car il n'a réagi à rien du tout. Après la Révolution, les bolcheviks voulurent donner de Kerensky une image poussée au noir, faisant de lui, comme dans le film d'Eisenstein, un apprenti dictateur impérieux ou juste psychopathe et ridicule. Faut-il croire Kerensky quand il dit sans le putsch de Kornilov, il n'y aurait jamais eu Lénine. Kornilov, général républicain, il était peut-être le seul, fut nommé généralissime par Kerensky et selon un de ses prédécesseurs, il avait un cœur de lion et une cervelle de mouton. Il n'adhérait à aucun parti politique. On ne peut pas dire que c'était à proprement parler un ennemi des bolcheviks ou un ardent partisan du tsarisme. Il était pour la Russie, tout court. Il était pour que la Russie survive et continue la guerre. Pour que la Russie ne modifie pas ses accords avec les pays de l'entente. Pour qu'elle reste une alliée sûre et pour que le front Est continue d'exister. Il voulait que l'armée russe soit dynamique, qu'elle ne se désintègre pas. Au début, Kerensky et Kornilov étaient sûrement d'accord sur les mesures à prendre pour sortir l'armée et la Russie de l'anarchie. Mais, ambition contradictoire ou malentendu, cette entente ne dura guère. Kerensky et Kornilov voulaient tous deux chausser les bottes de Bonaparte. Ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Rappelez-vous la scène où les deux Bonaparte s'observent mutuellement et pratiquement s'entrechoquent front contre front. Ils ne se faisaient pas confiance, dès le départ. Kornilov se croit toujours en accord avec Kerensky, chef du gouvernement légal. Il a l'appui des forces de droite et du centre et croit qu'il va sauver la Russie. Mais Kerensky fait volte-face, démet Kornilov, bloque les troupes que le général envoie pour rétablir l'ordre dans la capitale. Kerensky a été retourné au dernier moment, était paniqué à l'idée que
Kornilov, une fois maître de la ville, instaurait sa dictature personnelle, et ça, Kerensky, que Savinkov surnommait la danseuse, il a capitulé. Et alors, quand les troupes de la division sauvage approchaient de Petrograd, au lieu de les accueillir, Kerensky les a dénoncés. Mais Kerensky a commis une erreur tragique. Pour triompher de Kornilov, il a dû demander de l'aide à toutes les forces révolutionnaires et donc aux bolcheviks, qui reviennent ainsi en force sur la scène politique après leur élimination en juillet. Octobre n'est plus très loin. Soit le camarade Kerensky travaillait pour nous, et son rôle était de transmettre le pouvoir, et dans ce cas, son comportement devient totalement compréhensible, soit nous devons admettre qu'après l'avancée de la révolution de février, est arrivé au pouvoir un homme dont les capacités intellectuelles, je ne saurais même pas à quoi les comparer. Disons qu'elle ferait passer George W. Bush pour un génie. Lénine revient clandestinement de Finlande quelques jours après avoir écrit au comité central « Les bolcheviks peuvent et doivent prendre le pouvoir ». Il martèle le message. Si nous ne le prenons pas maintenant, l'histoire ne nous le pardonnera pas. Il sait le gouvernement de Kerensky discrédité, les Allemands aux portes de Petrograd, et ce n'est pas la préparation d'une assemblée constituante qui va redonner espoir à cette Russie agonisante. En février 17, vous aviez 1 million de déserteurs. En août 17, vous en avez déjà 2 millions. Le 24 octobre 17, il reste 1 jour de vivre à Petrograd, etc. C'est un pays qui est au bord de la famine, c'est-à-dire que l'ensemble des espoirs que devaient réaliser ceux qui sont au pouvoir après février 17 ont été déçus. Ça se marque par exemple par le fait que Kerensky, le chef du gouvernement provisoire, qui était très populaire en mars 17, est à peu près unanimement détesté en octobre 17. Les bolcheviks étaient 23 000 en février 17, 100 000 en avril, 240 000 en août et 350 000 début octobre. À Petrograd, ils sont mieux organisés et mieux armés que n'importe qui d'autre. Mais certains membres influents du comité central ne veulent pas prendre les risques que Lénine, lui, est impatient de courir. En octobre, les communistes, les bolcheviks, sont déjà majoritaires dans les soviets. Donc ils pourraient prendre le pouvoir, sans insurrection. Seulement, Lénine juge qu'ils seront obligés de partager le pouvoir avec d'autres socialistes. Or, lui, il veut le pouvoir pour le parti, pour lui tout seul. Et du même coup, une insurrection aura l'avantage de donner un supplément d'armes et de force à ceux qui auront renversé le gouvernement Kerensky, pas de façon parlementariste, si j'ose dire, mais par la force. Et là, il l'emporte sur Kamenev, Zinoviev et les autres qui jugent que c'est pas la peine, ce qu'on veut c'est le pouvoir, c'est pas le pouvoir pour nous tout seuls. Donc chaque fois, il a une position extrême, et chaque fois, les faits lui donnent raison, d'où son autorité absolue. Trotsky n'a adhéré qu'en 1917 au parti bolchevique. Il est président du Soviet. À cause de ses talents d'organisateur, Lénine le nomme responsable de toute la partie militaire de l'insurrection. Trotsky et son équipe au Soviet de Petrograd font sur le plan tactique un choix étonnant pour l'époque. Ils organisent un comité de guerre révolutionnaire. Le but de ce comité révolutionnaire est de protéger Petrograd. L'explication est la suivante. Nous ne pouvons pas confier la défense de Petrograd-la-Rouge, cette capitale révolutionnaire, aux généraux de Kornilov, proches de lui, et qui parfois travaillent tout simplement pour lui. Nous devons les contrôler. Ainsi, officiellement, le comité de guerre révolutionnaire se met en place pour la protection de la ville. Des commissaires sont envoyés dans les bataillons, et en fait, on concentre les forces en vue de la lutte pour le pouvoir, car le conflit pour le contrôle de la garnison de Petrograd est inévitable. À Petrograd, tout le monde sait que l'insurrection est imminente. La presse en parle même ouvertement, et chacun compte ses forces. Chez les bolcheviks, certains doutent du succès. Le 10 octobre, Lénine, après 10 heures de discussion, a arraché par 10 voix contre 2 un vote favorable à l'action immédiate. Le 16 octobre, autre séance, sur 21 présents, 6 votent pour le report. Mais Lénine a gagné. Trotsky, qui voulait attendre le jour d'ouverture du congrès des soviets, s'incline et transforme le siège des soviets, Smolny, en camp retranché. Kerensky, enfermé dans son palais d'hiver, attend.
Il croit que c'est l'occasion d'écraser définitivement les bolcheviks, mais s'aperçoit qu'il ne peut pas compter sur la garnison de la ville, sauf quelques troupes fidèles, face aux gardes rouges ouvriers, aux Marine-Kronstadt et aux régiments qui ont choisi le camp révolutionnaire. Le soir du 24, selon le plan minutieusement préparé, les bolcheviks vont s'emparer sans coup férir de tous les centres stratégiques. Gares, télégraphes, postes, banques. Mais avant cela, il fallait que leurs troupes arrivent au centre-ville, donc passent par les ponts. Le soir, le gouvernement provisoire donne l'ordre de lever les ponts. Et c'est extrêmement important. Car si les ponts sont levés, le centre de la ville se trouve coupé de certains quartiers ouvriers, y compris le quartier de Vyborg, citadelle des bolcheviks. Il est clair que c'est dangereux. Alors arrive un contre-ordre, rétablir la circulation sur les ponts. C'est un combat qui se livre pour le contrôle des ponts, sans coup de feu ni effusion de sang. Et finalement, en une nuit, sans violence, les bolcheviks ont pris le contrôle total de la ville. Et un beau matin, on a trouvé tous les points stratégiques de Petrograd occupés par des gardes rouges et des marins de Kronstadt, c'est-à-dire les éléments qui suivaient le plus docilement les bolcheviks, et Trotsky en particulier, car c'est lui qui a préparé les choses. De sorte que dans la rue, je n'ai vu justement qu'en passant devant le palais Marie, où se tenait quelques jours avant le pré-parlement, j'ai vu qu'il y avait des marins, des postes de marins qui gardaient. Je me suis dit, il y a du nouveau. Dans la mesure où tout ce qui représentait le pouvoir était à Saint-Pétersbourg, tout ce que les révolutionnaires avaient à faire était de s'emparer de Saint-Pétersbourg, parce qu'ils auraient alors entre leurs mains presque tout le pouvoir économique, politique et autres de Russie. Le coup d'État officiel a lieu le matin du 25 octobre, quand Lénine annonce la destitution du gouvernement, l'attribution du pouvoir au comité révolutionnaire, qui dépend formellement du soviet de Petrograd, mais qui est entièrement contrôlé par les bolcheviks. Le programme, paix immédiate, abolition de la propriété des terres, contrôle des usines par les ouvriers. Kerensky, quelques minutes plus tôt, a quitté le palais d'hiver dans une voiture de l'ambassade américaine, déguisé en officier serbe, pour aller chercher des renforts qu'il ne trouvera pas. Son dernier souvenir de Petrograd, un mur où il griffonnait, abat le juif Kerensky et vive Trotsky. Il reste un lieu à occuper, le palais d'hiver, siège du gouvernement, d'où les ministres de Kerensky n'ont pas bougé. Les troupes qui le gardaient ont disparu, sauf de jeunes officiers et le bataillon féminin de la mort, qui, au milieu de passants indifférents, préparent leur défense et dressent des barricades. Jusqu'à 6 heures du soir, sur le pont du palais, voisin du palais d'hiver, circulait un tramway. Une ligne de tramway y passait. Et en se basant sur le fait que tout cela continuait tranquillement, beaucoup de gens disent qu'il n'y a eu aucun soulèvement, que le palais d'hiver n'a pas été pris d'assaut. C'est évidemment faux. Il y avait des forces relativement importantes. Selon certaines sources, 2, peut-être 3000 défenseurs se trouvaient à l'intérieur du palais d'hiver au départ. Même s'il est vrai qu'au moment où les gardes rouges et les matelots ont pris d'assaut le palais, il n'y avait plus que 200 gardes au maximum à l'intérieur. L'infériorité numérique et l'inexpérience de ces derniers défenseurs du palais d'hiver leur laissaient peu de chance, sinon de résister courageusement et de disparaître, oubliés de l'histoire, sauf sur ces quelques images. Ils n'étaient pas du bon côté. De l'autre côté se trouvaient concentrées des forces relativement importantes sur la place. Plusieurs milliers, selon certaines données, 10 000. La prise du palais d'hiver commença le 25 octobre vers 23 h et fut terminée aux alentours de 2 h du matin. Malgré la preuve par Eisenstein, en réalité, ce fut un envahissement plus qu'un héroïque combat, et il n'y eut aucun mort du côté des assaillants. Le bâtiment était soumis à un feu d'artillerie qui venait non pas de la ville, mais de la forteresse Pierre et Paul, et du côté du portail de l'état-major général. Certains obus n'arrivaient pas au palais d'hiver, car ces types ne savaient pas bien tirer. Certains ne savaient même pas tirer du tout. Mais certains ont atteint leur cible,